Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et oui, ma voix est de retour. À peu près. Vous allez peut-être entendre qu'elle est un petit peu quand même altérée parce que j'ai le nez bouché. La gorge est plus ou moins guérie, par contre le nez, bon maintenant il est pris. Je pense que depuis que le gamin va à la crèche, on est parti pour être un petit peu malade en permanence. Voilà, c'est rien de grave, mais à chaque fois un petit truc qui vient nous ramener de la crèche. Bon, ça risque d'être sympa pendant 1, 2, 3 ans, on verra bien. Mais bon, on fait travailler les immunités, les anticorps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme j'ai le nez bouché, je vais aussi m'accompagner de ma très bonne amie, la boîte de mouchoirs. On est très copains depuis 2-3 jours, et uniquement parce que je suis malade, on n'allait pas faire des blagues salaces encore une fois. Et du coup, il faut que je passe maintenant sur le composant de la semaine, et je me souviens que j'ai oublié de le sortir. Du coup, petit cut, et je reviens avec vous avec le composant de la semaine qu'il faudra trouver. La semaine dernière, c'était une pièce de Flamecraft. Qu'est-ce que ce sera cette semaine? Alors, vous vouliez un truc un petit peu plus difficile, et vous aviez raison, puisque la semaine dernière, Flamecraft, c'était quand même très simple, très aisé. Cette semaine, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il s'agit de ce petit disque que vous voyez ici. Saurez-vous me dire à quel jeu il appartient? Petit indice, si je le retourne peut-être, ce sera un petit peu plus aisé, même si vous ne verrez pas ce qui est écrit dessus, mais bon, ça vous donne quand même une petite indication de quel genre de jeu, ou quel genre d'éditeur plus spécifiquement, il pourrait s'agir. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la... comment dirais-je? Un petit passage sur la chaîne, le point sur la chaîne pour voir un petit peu l'évolution de la chaîne. On est désormais à plus de 2020 abonnés, donc on va, je pense, dans les 2-3 jours à venir, avoir plus d'abonnés que de nombre d'années depuis la naissance de Jésus-Christ. Voilà, c'est classe. Au-delà de ça, je suis aussi très content de voir que les, comment dirais-je, les nouveaux formats semblent plaire pas mal, parce que notamment le In and Out, titre provisoire, a près de 900 vues désormais. On va faire certainement le mois d'avril dans les jours à venir. Et puis également le nouveau numéro du Sur le Pouce, donc top 10 des jeux de nos ludothèques respectives. Donc j'ai choisi mon top 10 parmi la ludothèque de Xavier, et Xavier a fait de même pour ma ludothèque. Et ça marche plutôt bien parce qu'en seulement 15 ans, on a déjà presque 500 vues, ce qui est quand même un très bon résultat. Donc je suis assez content de ce point de vue-là. Ensuite, le sondage de la semaine. Vous étiez assez peu à voter cette semaine, 56 votes uniquement pour le projet le plus intéressant de la semaine du 2 mai 2023, et je vous comprends, parce qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça fait quand même 3-4 semaines qu'on n'a pas vraiment de gros trucs vraiment très intéressants. Donc bon, ça explique en ça, je pense, le faible nombre de votes. Donc cette semaine, voici les résultats, vous les voyez. Ce sera donc Clank Legacy, deuxième saison, qui sortira donc, qui est déjà sorti d'ailleurs sur Kickstarter, que l'on présentera en long, en large et en travers. Pour le reste, on parlera de ça un peu plus rapidement, parce qu'ils n'ont même pas atteint les 10 voix. On parlera donc de Cities of Venus et de The Hunters AD 1492 dans les plats principaux. Et pour le reste, ce sera plutôt, je pense, des mentions honorables, donc en gros, les entrées de la semaine. Sachez également que pour l'instant, Gold Nugget n'a pas été lancé finalement, ce sera peut-être dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, ça a été repoussé j'imagine. Et même chose pour Sky Tier Horde, qui finalement sera lancé en 3 jours, donc il a été repoussé d'une semaine, à moins que je ne me sois trompé d'une semaine, ce qui est possible également. 4000 abonnés sur la page déjà. Donc vous le reverrez à nouveau pour le sondage de la semaine suivante finalement. Donc vous le voyez, assez peu de jeux, même si, comme à l'accoutumée, il y aura d'autres jeux qui n'ont pas fait leur apparition dans le sondage, mais qui seront présents dans cette semaine, bien évidemment, parce que je ne peux pas passer en revue la totalité des jeux qui arriveront sur Kickstarter, parce que je n'ai pas connaissance de tous ceux qui arriveront sur Kickstarter et GameFound avant leur arrivée. Parfois ils arrivent comme ça, et je les découvre sur le vif. Quoi qu'il en soit, on est parti avec les 3 parties habituelles, donc parti avec les 3 parties, très redondant, les entrées, les plats principaux et les desserts. On commence tout de suite cette première partie par The Rings of Saturn. Pour l'instant, il se prend un peu une claque. Bon, il fallait le prévoir, il faut dire, c'est un projet très amateur, on va dire. Le premier par Wilson Holland, qui vient des États-Unis, et pas de Hollande pour le coup. Et The Rings of Saturn, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 60 à 90 minutes, 14 ans et plus. Première édition, y en aura-t-il une deuxième? Y en aura-t-il même une première, j'ai envie de dire, parce qu'avec 20 contributeurs pour l'instant en un peu moins d'une semaine, c'est pas garanti qu'on voit même le jour avec cette première édition. Et faut dire que visuellement, ça paye pas de mine, ça a l'air d'être un jeu de loi un petit peu amélioré. C'est pas exactement le cas bien évidemment, mais c'est un jeu assez chaotique dans lequel vous devrez vous rapprocher progressivement de Saturne, sachant qu'à chaque tour, eh bien, vous aurez des cartes d'anomalies qui viendront impacter le jeu aussi. Vous devrez aussi recruter de nouveaux membres de votre équipage, etc. Donc c'est pas
c'est pas diablement intéressant, et en plus là c'est quand même relativement amateur, visuellement parlant c'est pas très beau, ça vend pas du rêve quoi. Hein. Vous voyez un petit peu l'aperçu des cartes aussi, c'est clairement pas très joli, mais bon, c'est aussi pour ça que Kickstarter existe, hein, pour ces petits projets amateurs, on a une idée, on tente le coup et on voit où ça nous mène. Bah pour l'instant, pour ce qui est de Rings of Satan, ça le mène pas très loin, ça le mène pas vers Saturne, en tout cas pas aussi loin que ça. Même la Lune sera difficile à atteindre pour le coup. Mais on verra ce que ça donnera d'ici la fin de la campagne dans 26 jours pour Rings of Satan. On enchaîne sur Axolotl, un petit jeu de mots entre les axolotes et un maximum de haches apparemment. Bon, c'est pas très drôle en français, mais en anglais ça passe. Et pour l'instant ça marche plutôt pas mal, assez surprenamment, parce que c'est un tout petit jeu de gestion de main et de take that très classique, mais il a déjà su réunir 1100 contributeurs à 27 jours de la fin de la campagne, et est déjà financé assez largement avec 16 000 € d'engrangés. C'est le troisième projet de Tim Buckley, à qui l'on devait déjà 2 autres projets sur Kickstarter. Il s'agissait de Control Alt Supr 2.0, donc c'était un comic book, ok, et un autre comic book également, donc c'est la première fois qu'il fait un jeu. Alors est-ce que ça a une quelconque relation avec les comic books derrière? Peut-être pas. En revanche, les 2 comic books avaient super bien marché, et je pense que c'est en grande partie sa communauté qui est venue backer sur ce jeu, parce qu'au demeurant, le jeu est pas diablement intéressant, c'est vraiment un jeu de gestion de main et de take that relativement classique, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes de 20 minutes environ, qui est très rapide et facile à prendre en main, gestion de main et take that dans la tronche, avec des petits axolotes, c'est assez mignon, mais pour le reste c'est quand même relativement classique, voire même très classique en réalité. Mais bon, si vous êtes amateur de take that, de gestion de main, d'un petit jeu d'apéro assez rapide à sortir, assez facile à expliquer, même si malheureusement il n'y a pas de version francophone, et que comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de texte sur les cartes, donc si vous n'êtes pas anglophone un minimum, ça peut être un tout petit peu chiant à voir. Pour ce qui est du jeu, combien ça coûte rapidement? Ça coûte 15 $, non 15 €, pardon, 16 $, pour la boîte en version physique. Et pour le frais de port, vous le voyez ici, mais bon, ça, comme vous avez l'habitude désormais, sur les entrées, on passe assez rapidement sur les frais de port. Voilà donc pour Axolotl. Encore un jeu dont le scénario vous propose de passer votre temps dans l'espace et qui pourtant ne décolle pas. Planet Trade, un petit jeu de placement d'ouvriers avec un système d'économie pas inintéressant sur le papier, mais qui pour l'instant, vous le voyez, n'attire pas grand monde. 42 contributeurs seulement, 4 700 € sur 25 000 nécessaires, ça risque d'être un petit peu compliqué pour ce projet danois qui nous vient de Copenhague. C'est le premier jeu de Fat Moose Games, et pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'engraisser pour ce caribou, avec seulement 42 contributeurs. C'est pour 3 à 4 joueurs, donc bon, ça aussi c'est un petit peu spécifique. On a plutôt habitué à des jeux pour 2 à 4 joueurs, mais 3-4 c'est un petit peu spécial, et c'est aussi une des nombreuses raisons qui peut expliquer le manque d'attrait pour cette campagne de la part des backers. C'est pour 2 à 4 heures, deuxième raison potentielle, c'est un jeu assez long, 2 à 4 heures quand même pour une partie d'un jeu, c'est quand même assez long, surtout pour un premier éditeur qui n'a pour l'instant pas du tout de réputation, c'est un petit peu compliqué de sortir un jeu de ce genre-là, avec une configuration de joueurs 3-4 un petit peu spéciale, et une durée assez conséquente. Et c'est pour 13 ans et plus. Pour le reste, je vous l'ai dit, c'est un jeu de placement d'ouvriers, avec une direction artistique certes pas mirifique, mais pas dégueulasse non plus, c'est pas vilain, pour être tout à fait honnête, même si vous le savez, hein, l'espace c'est pas un thème qui m'attire outre mesure, mais bon, c'est purement subjectif comme truc. Pour le reste, est-ce que ça peut être sympa? Ma foi, pourquoi pas, je ne sais pas, je n'ai pas testé le jeu, mais ça a pas l'air d'être plus mauvais qu'un autre jeu, au demeurant, donc je serais curieux de le tester, comme ça, un jour, si c'est possible, même si en l'état, comme vous le voyez, ben, ça galère un petit peu à décoller. Donc on verra bien là où ça nous mène, mais pour l'instant, la réponse est pas très loin. On verra d'ici les 30 jours qui nous séparent de la fin de la campagne pour Planet Trade. Prochain sur la liste, Archangelis, un jeu de deck building pour lequel vous aviez été 6 personnes, je crois, à voter pour le sondage de la semaine, ce qui m'a assez surpris, parce que c'est un tout petit jeu qui nous vient sur GameFound actuellement, et qui réunit très peu de backers lui aussi, hein, c'est un petit peu la semaine des tout petits projets qui fonctionnent pas très bien, et pour l'instant seulement 23 backers sur Kickstarter, j'allais dire, sur GameFound, excusez-moi, 54 jours avant la fin de la campagne. Là par contre ils ont prévu une campagne au long cours, on va quasiment aller jusqu'à décembre. J'exagère un tout petit peu. Mais quand même, 54 jours, j'ai rarement vu une campagne aussi longue.
Donc bref, c'est un petit jeu de deck building pour 2 joueurs, même si une extension vous permettra de jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est pour des parties d'environ 30 minutes, enfin 20 à 40 on va dire, et pour 13 ans et plus. Et ça vous propose de partir en guerre avec vos petits decks de base composés essentiellement d'anges, qui vont potentiellement être ensuite rejoints par des archanges, des démons, mais également des humains, et le tout avec des locations, encore un anglicisme, des lieux disons, dont on pourra chercher à prendre le pouvoir pour en tirer encore plus de compétences uniques qui sont capables de briser en partie les règles du jeu. Donc ça, fondamentalement, il a pas l'air dégueulasse. Après, c'est un deck building relativement classique. Vous partez avec une main de base, vous avez un marché, vous allez prendre de nouvelles cartes plus puissantes, vous allez essayer de, comment dirais-je, d'écumer, de essorer un petit peu votre deck des cartes de départ qui sont un petit peu moins puissantes, un petit peu moins intéressantes. Et on a donc tout un tas de cartes assez intéressantes dans le sens où là, c'est là que la symétrie vient se forger progressivement, comme dans tout le monde deck building. C'est que vous allez chercher des cartes de plus en plus puissantes, des anges ici, des démons, alors qu'on voit d'ailleurs Asmodée, hein, le démon Asmodée qu'on connaît bien chez nous. Ensuite, on a aussi les humains, qui sont parfois des profanes, mais également parfois des croyants, bref, ils ont chacun aussi leur propre spécificité, bien évidemment. Ensuite, on a aussi des reliques sacrées de différentes religions, on a ensuite des cartes de miracles, ensuite on a aussi des cartes de lieux, et non, ce n'est pas Notre-Dame, même si c'est clairement pompé dessus, c'est San Fernando, la cathédrale de San Fernando au Texas. Bon, clairement, qui ne voit pas ici Notre-Dame de Paris, hein, voilà. Pour le reste, sachez que pour ceux que ça intéresserait, pour ceux que ça pourrait repousser également, la direction artistique du jeu, qui est d'ailleurs au demeurant très jolie, très bien réalisée, a été partiellement conçue grâce à de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un artiste, donc Todd Bartine, qui a utilisé ses propres photographies, ses propres dessins, etc., qu'il a ensuite modifié via une application d'intelligence artificielle pour en modifier les arrière-plans, par exemple, entre autres choses. Donc, une partie a été faite via l'intelligence artificielle, mais a été modifiée par la suite. Bon, au moins c'est mis en avant, c'est précisé d'entrée de jeu, donc si vous êtes un petit peu réticent à ce genre d'approche, ce qui peut être compréhensible et défendable, ben ne baquez pas, tout simplement. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y a très peu de gens qui se sont mis sur le projet. Pour ce qui est des rewards, donc des niveaux de pledge, 60$ pour le niveau de pledge complete, donc qui s'accompagne de l'extension pour jouer jusqu'à 5 joueurs, mais également d'un format de boîte un petit peu différent, qui s'accompagne également d'un livret de règles un peu plus conséquent. Ensuite 25 pour le core set, donc uniquement pour ceux qui voudraient jouer à 2 joueurs, donc avec la boîte de base disons. Vous pouvez aussi pledger à 65$ pour avoir 2 playmats, donc 2 néoprènes pour jouer avec un peu plus de deluxification. Et puis aussi, vous pouvez choper, je pense, les néoprènes, voilà, néoprènes en add-on pour ceux qui voudraient prendre éventuellement le complete set, qui ne comprend malheureusement pas les néoprènes, ce qui est un petit peu dommage de ne pas avoir prévu de niveau de pledge à ce niveau-là. Voilà donc pour ce qui est de Archangelis, qui pour l'instant marche pas fort, hein, 23 backers seulement à, ceci dit, 54 jours de la fin de la campagne. Et du coup, ben, c'est tout pour ce qui est de nos petites entrées du jour. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Premier projet de cette seconde partie, il s'agit de Astronauts avec son extension Eternity. Alors Astronauts, on en avait déjà parlé dans le menu crowdfunding il y a de ça environ 1 an pour sa première campagne. Et on peut aller voir rapidement, hein, c'est 41 projets pour 3 vies quand même, ça fait beaucoup, pour Indie Boards and Cards. Et ils avaient donc déjà présenté l'année dernière donc Astronauts, qui était en fait un successeur de Aeon's End, parce que c'est le même éditeur d'ailleurs que Aeon's End. C'est un deck building qui reprend en gros les mécaniques principales de Aeon's End, mais dans un univers radicalement différent, plus futuriste, plus science-fiction on va dire, avec quelques petits ajouts de gameplay bien évidemment. Et donc l'année dernière, ils avaient proposé Astronauts avec 3000 contributeurs, donc c'est quand même un assez beau résultat, même si certes, ils partaient sur une mécanique assez solide et une réputation qu'ils devaient principalement à Aeon's End, qui a pu attirer beaucoup de monde. Et du coup, Astronauts, moi j'étais pas très fan, comme je l'avais dit, parce que je trouve que la direction artistique et la thématique fait assez random, alors que Aeon's End avait une vraie personnalité visuelle. Bon, pour le coup, je suis pas très fan. Mais ils reviennent avec donc Eternity, qui est une extension slash standalone, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de Astronauts du jeu de base pour pouvoir y jouer. C'est une extension standalone. Qui apporte aussi pas mal d'ajouts en termes de gameplay, pas mal de petites mécaniques qui viennent s'ajouter à celles déjà présentes dans le jeu, et au-delà de ça, comment dirais-je, un module expédition qui vous permet de faire des campagnes
pour un jeu qui à l'origine est du combat de boss en gros. C'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure. Et donc vous allez avoir différents héros, tels que ici Caleb par exemple, et des monstres tels que ici le Dirathian Behemoth par exemple. Et donc, en faisant du deck building, vous allez en coopération affronter un gros boss, comme dans Ian's Ant. Simplement, cette fois-ci, grâce à cette extension standalone, vous pourrez aussi choisir d'affronter les 4 boss consécutivement en gardant les améliorations que vous aurez pu obtenir durant chacune des parties précédentes pour les prochains monstres. Donc il y a un sentiment de progression qui s'installe, une sorte de campagne qui est rejouable à l'infini, bien évidemment. Alors on continue, on va voir un petit peu ce qui vient s'ajouter dans cette campagne comparativement à ce qu'on voyait dans le jeu de base. D'abord quelques petits mécanismes en plus, tels que le Afterburn, ou encore le Bolster par exemple. Le Afterburn par exemple vous permettra de, comment dirais-je, tirer profit des cartes qui font partie de votre défausse actuellement, donc c'est pas inintéressant. Donc vous aurez toujours cette petite cartouche ici, sur le côté de vos cartes, et donc vous verrez dans votre pile de défauts si vous en avez, ça vous permettra de les activer un petit peu différemment, donc c'est pas inintéressant, on voit pas forcément ça très souvent dans les jeux de deck building. On a aussi le Bolster qui vous permet d'activer un pouvoir durant le tour de vos partenaires autour de la table, parce que c'est un jeu coopératif, donc vous pourrez activer des petites compétences particulières pour aider vos partenaires autour de la table, donc ça c'est pas dégueulasse. Donc il y a quelques petits ajouts de gameplay, et aussi des inventions, des combos à imaginer, etc., qui sont ajoutés et qui n'étaient pas présents dans le jeu de base, donc ça c'est plutôt intéressant. Et au-delà de ça, on a aussi bien sûr de nouveaux héros et de nouveaux challenges. Les nouveaux héros, donc ici Caleb, Reshi, Zack ou encore Tsana, Pan, Rex par exemple, donc 6 nouveaux héros, mais également de nouveaux boss, avec le Dirathian Behemoth que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a une complexité de 3 par exemple, ou le Volt Fusion avec 5, Solar Collision 7, ou encore Eternity, donc le gros boss final, à 8, et je pense que vous aurez à cœur simplement de les prendre chacun leur tour, un par un, pour faire une sorte de mode campagne, mais vous pourrez aussi les prendre un par un, vous pourrez vous confronter à Eternity d'emblée, sans avoir forcément à passer par les 3 autres d'abord, si vous voulez un gros challenge tout de suite, sans avoir à passer trop de temps dessus. Mais je trouve sympa le côté de faire une petite campagne sur le long cours qui vous permet d'affronter chaque boss l'un après l'autre en gagnant en puissance dans le même temps. On a aussi d'autres héros qui vont venir rejoindre l'effectif grâce à une extension, je crois que ça s'appelle Mystery of Solaris ou un truc comme ça. Il y a 2 extensions, 2 mini-extensions qui sont ajoutées gratuitement dans le pledge pour vous encourager, disons, à le backer durant la campagne. On a Naoko et Sunshine, mais également un boss, Shade Sculptor, qui viendra s'ajouter également. Ensuite, pour le reste, c'est un deck building, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, donc on va enrichir son deck, comme pour Archangelis tout à l'heure d'ailleurs, vous connaissez un petit peu, c'est une des mécaniques les plus populaires de ces dernières années. Alors, les pledges, on a un premier pledge pour le All the Gear You Need, 55$ pour avoir uniquement donc Astronauts Eternity, donc uniquement l'extension standalone, donc vous pouvez jouer avec ça sans avoir le jeu de base, c'est pas nécessaire, et donc ça inclut également l'extension Mystery of Solaris ainsi que Savage Skies. Ensuite, ce qui est inclus à l'intérieur, donc les 6 nouveaux héros, les 4 gros boss, tout un tas de cartes bien évidemment. Ensuite, vous avez également Mystery of Solaris qui est incluse, donc avec 2 nouveaux personnages et un nouveau boss, et puis aussi Fly the Savage Skies qui est incluse également, et vous ne voyez pas le contenu parce qu'en fait ce sera des ajouts via les stretch goals, via les révélations quotidiennes, et tout sera ajouté dans cette extension. Ensuite, vous avez un pledge à 85$ to Eternity and Beyond qui vient inclure au-delà de ça un tapis de néoprène pour vous accompagner, peut-être même plusieurs, je ne sais pas. Non, c'est au singulier. Donc un seul playmat pour pouvoir déluxifier un petit peu votre jeu. Et ça s'accompagne également d'un petit truc Kickstarter exclusif. Est-ce que c'était déjà présent dans le pledge de base ? J'ai pas l'impression, donc il y a peut-être un petit ajout ici également au niveau du Accessory Pack peut-être, ou KS Exclusive Pack, je ne sais plus. Ensuite on a aussi le All Hands on Deck, 95$ pour ajouter le jeu de base, donc Astronauts. Ensuite, au-delà de ça, on a aussi un pledge à 140, A Whole Galaxy's Worth, qui là vous fait un gros all-in, donc le jeu de base, plus l'extension Eternity, plus le déluxification via le néoprène par exemple. Et ma foi, c'est à peu près tout. Vous avez aussi des add-ons bien évidemment pour ceux que ça intéresserait. Et ensuite, on va pouvoir s'orienter vers les frais de port qui sont ici. Alors d'abord, il y a un truc sur la TVA ou pas, j'imagine que oui, mais il faudrait encore tomber dessus.
J'aurais dû checker tout à l'heure. Bref, quoi qu'il en soit. TVA, pas TVA, mais frais de port pour le Canada, 28, 31, 35, 38, ça dépend du niveau de pledge que vous allez choisir, bien évidemment. Pour l'Union Européenne, y compris donc Belgique, France par exemple, 23, 29, 33, 42. Pour les autres pays, y compris la Suisse qui font partie de l'Europe, mais pas de l'Union Européenne, 32, 40, 45, 55. Et pour nous au Japon, 27, 30, 34, 37. Voilà pour ce qui est des frais de port. Est-ce que j'ai vu donc un truc sur la TVA ou pas? J'ai pas l'impression, je lis un petit peu entre les lignes, mais j'ai pas vu. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant concernant Astronauts avec son extension /standalone Eternity. 1386 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne, c'est largement financé, comme on pouvait s'y attendre. On va certainement aller chercher les 3000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. On parlait tout à l'heure de Saturne, puis de l'espace avec Planet Trade, et on repart encore une fois dans l'espace, mais cette fois-ci sur une planète différente, avec Vénus, pour ce jeu qui est donc Cities of Venus, que vous avez mis en deuxième position cette semaine, mais il n'avait pas atteint les 10 voix, donc je ne l'ai pas mis dans les gros projets de la semaine malgré tout. Et pour l'instant, Cities of Venus se porte plutôt pas mal, c'est pas flamboyant non plus, on est à 700 contributeurs à la fin de la première semaine, ce qui est pas mal, sans plus, 25 jours avant la fin de la campagne et déjà 50 000 € d'engrangés, donc on est financé, et c'est le 5e projet de Teen Robot Games, que vous connaissez déjà peut-être si vous suivez l'actualité de Kickstarter. Ce sont ceux qui étaient derrière notamment Queen of Scots, qui avait fait un très petit résultat, Thanks but no thanks, mauvais jeu de mots, avec 112 contributeurs, qui a fait là encore très petit résultat, mais en revanche, Naughty Squirrels puis Planting Evidence avaient fait un petit peu mieux avec 757 puis 207. On était en tout cas sur des petits projets relativement amateurs précédemment, et puis là tout à coup ils nous sortent Cities of Venus, qui lui est un petit peu plus intéressant, qui est un peu plus gamer on va dire, qui donne un peu plus envie aux gamers de se pencher sur son sujet que par exemple Naughty Squirrels qu'on a vu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui vient mélanger différents mécanismes, qui est un jeu medium light, donc en gros un jeu initié on va dire, pas expert mais initié, qui est déjà disponible en version française via un PDF, peut-être qu'il sera disponible en version physique par la suite, je ne sais pas, pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour environ 15 minutes par jour autour de la table. Donc c'est un jeu potentiellement très rapide, et vous allez voir que c'est aussi en cela qu'il se pose un petit peu le cul entre deux chaises, parce que c'est un jeu relativement léger, vous voulez, 15 minutes par personne, donc potentiellement à 2 joueurs, off, 30-35 minutes c'est fini, mais avec un matériel assez deluxe. Et du coup, c'est vrai qu'on est habitué à la deluxification depuis quelques années, c'est vrai, mais surtout pour les jeux un peu plus conséquents, un peu plus longs, un peu plus gamer, un peu plus initié, un peu plus expert. Là, c'est un jeu relativement léger, mais avec du gros matos. Est-ce que ça saura séduire beaucoup de gens ? Bah, je sais pas. Est-ce que ça va forcément de pair ? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les jeux les plus légers peuvent aussi s'accompagner de deluxification et vous sembler être pertinents à ce niveau-là ? Je sais pas. Moi, ça me semble pas forcément très raccord, mais c'est purement subjectif et j'ai pas forcément de gros arguments à faire valoir pour défendre dans cette position. Quoi qu'il en soit, vous voyez ici qu'il y a 6 plateaux, alors que j'ai dit que c'était pour 4 joueurs. Parce qu'en fait, dans cette campagne, vous aurez aussi une extension qui vous permettra de jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc potentiellement jusqu'à, du coup, 6 x 15 minutes. Donc 1h30, hein, vous aurez fait le calcul assez rapidement. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce jeu que vous incarnez en fait des colons qui sont actuellement sur la planète de Vénus, qui cherchaient un petit peu à la terraformer progressivement pour que l'on puisse y vivre, et la Terre de temps en temps vous envoie des vivres, hein, des cargos, des livraisons pour que vous puissiez simplement évoluer, faire évoluer la terraformation, que tout se passe pour le mieux, sauf que la Terre n'est pas forcément dans le meilleur état, hein, c'est aussi pour ça qu'on est parti sur Vénus pour s'installer, et un jour ou l'autre, eh bien, les livraisons vont s'arrêter. En chaque début de tour, on va avoir un drop, donc une livraison depuis la Terre qui va nous envoyer des éléments. Donc on va chercher à en prendre parti chacun son tour, on va chercher à prendre des cartes pour en bénéficier bien sûr, donc une sorte de récolte de ressources qui sera différente pour chacun des joueurs en fonction des cartes qui vont être sorties pendant le drop. Ensuite, il y aura différents événements qui seront visibles, notamment sur certaines cartes avec des petits logos tels que celui-ci. Il faudra bien évidemment du coup ajouter plus ou moins certaines cartes, certains événements à respecter qui impacteront le cours de la partie. Ensuite, on aura aussi les boucliers qui vont venir subir une sorte d'érosion et donc qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire. Ensuite, il faudra faire augmenter votre population si tant est que vous en soyez capable, si vous êtes en mesure de le faire durant le tour en cours.
Ensuite, on a aussi à n'importe quel moment de la partie des innovations. Vous pourrez envoyer des V-Notes, donc des ouvriers, hein, c'est de la pose d'ouvriers plus ou moins, pour aller choper des upgrades pour votre plateau individuel. Donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir cette facette d'augmentation, d'amélioration de notre faction pour aller nous différencier progressivement, donc une sorte d'asymétrie progressive selon les choix que vous allez opérer. Ensuite, l'action de votre cité, donc là encore une fois, on va choisir différents emplacements, différents ouvriers que l'on va y envoyer. Ensuite, vous pourrez choisir de, de claim, donc de réclamer, disons, une sorte de mission, d'objectif commun que vous avez chopé parce que vous aurez réussi à compléter les différents prérequis pour glisser cette carte de bonus sous votre plateau. Donc c'est assez intéressant, une sorte de plateau double épaisseur un petit peu étrange, vous glisser comme ça, qui vous obtiendra différents bonus de fin de partie notamment. Et le endgame, donc la fin de partie, est déclenché par cette carte que vous voyez ici. La Terre n'est plus en mesure, on ne sait pas pourquoi, de vous envoyer des ressources, et du coup ça active la fin de partie. Il y a un dernier tour qui se fait, bien sûr, et à partir de là, eh bien, vous comptez le nombre de points de victoire que vous avez. Voilà, il y a aussi dans la boîte, sachez-le, un tapis de néoprène pour le marché des cartes que vous pouvez obtenir via le drop, donc la livraison. On a aussi des miniatures de mecha pour mettre vos petits meeples à l'intérieur pour partir forer un petit peu la planète pour aller en extraire différentes ressources. Ensuite, on a les plateaux double épaisseur, même quad layer. Est-ce que ça veut dire plus que double épaisseur? Je sais pas, double layer, c'est quad layer, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a 4 épaisseurs? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs épaisseurs pour ce plateau individuel. Ensuite, les cartes qui vont avec, bien sûr, les petites gemmes en acrylique, les petits meeples, il y en a 200 meeples, ça fait beaucoup, les dés, et puis donc les petits, les petits réceptacles à ressources qui sont imprimés en 3D directement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Maintenant, pour les Pledge Levels, on va essayer de les trouver, sachant que vous avez le Extended Pledge Level ici pour le 6e joueur, enfin 5e et 6e joueur, donc les mini-extensions, le tout pour 100$ USD, ce qui veut dire que le pledge de base devait déjà être avec le prix, alors que je ne l'ai peut-être pas vu, voilà c'est ça, Base Pledge Level, 80$, donc le jeu est quand même assez cher, ça aussi c'est, une chose de plus à mettre en avant pour un jeu relativement léger. C'est quand même toujours un petit peu chaud d'aller mettre un prix assez conséquent, tel que c'est le cas ici, 80$ pour un jeu léger qui tourne en 15 minutes par joueur. Encore une fois, il y a une sorte de petite inadéquation, selon moi, qui entre en ligne de compte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour un jeu qui se fait en 30 minutes à 2 joueurs, j'ai du mal à dépenser 80$, quoi, clairement. Même s'il peut y avoir des extensions, parce que maintenant que j'y pense, Dice Throne est assez cher, et c'est un jeu à $2 fondamentalement aussi, même si on peut y jouer à plus. Quoi qu'il en soit, je disais donc 100$ pour l'Extended Pledge, pour pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs, avec donc 2 nouvelles miniatures, 2 nouvelles cartes d'innovation, 2 nouveaux meeples dans tous les sens, et bien sûr les composants nécessaires pour avoir 6 joueurs maintenant. Ensuite, qu'y a-t-il de plus à vous dire, ma foi? Pas grand chose, il y a plein de vidéos à vous montrer éventuellement, dont une en français, voilà ici, par l'école du jeu, donc éventuellement pour tous les curieux, vous pouvez regarder la vidéo de JP qui vous en dira plus, sachant que de toute façon le jeu sera disponible en français via au moins un PDF. Ensuite, qu'est-ce qu'il en dit d'ailleurs? J'ai pas regardé. Du matériel hallucinant pour un jeu très accessible. Ouais, c'est un petit peu... c'est un plus et un moins en même temps pour moi, mais après vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, passons donc aux frais de port. Les frais de port sont donc ici, France, 20$ de frais de port pour la France. Pour la Belgique, c'est un peu plus cher, ouais, Belgique, 25. Pour la Suisse, peut-être 25 aussi. Rest of the World, donc pour nous au Japon, j'imagine. Ah non, c'est 25 pour le Japon aussi. Pour le Rest of the World, où que vous soyez, 30$. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Cities of Venus, si ce n'est que vous pouvez aussi le tester sur TTS pour ceux qui voudraient se faire la main, qui voudraient avoir une première expérience avant de choisir. 700 backers, 25 jours avant la fin de la campagne, et donc déjà 50 000€ d'engrangés. Encore du worker placement avec encore une version française disponible, il s'agit cette fois de Wishland avec une extension intitulée Dreams from America pour laquelle il vous faudra bien évidemment le jeu de base, et ça tombe bien, le jeu de base est aussi accessible durant la campagne. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec du tableau building, donc de la construction de tableaux, ainsi qu'un petit mécanisme de salade de points. En gros, n'importe quelle action va vous rapporter des points à terme, et le tout pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes par personne autour de la table. Et vous le voyez d'entrée de jeu, très très belle direction artistique.
Et vous vous en doutez, comme on le voit ici avec cette très jolie illustration de couverture de boîte, c'est un jeu dans lequel vous allez construire votre parc à thème, votre parc d'attractions, Wishland donc, qui en est donc à sa 3e édition. Ça nous vient de Carlos Michan, donc c'est un espagnol qui est derrière Lost Game Cent apparemment, 4e projet. C'était derrière cet éditeur que se cachait également Medieval Realms, qui avait fait un tout petit score à l'époque, mais également Royal Hospital, qui s'était un petit peu vautré l'année dernière, qui avait finalement annulé sa campagne avant la fin de cette dernière. Par contre, Wishland avait plutôt bien marché lors de sa première apparition, avec 1100 contributeurs à l'époque. Et donc Wishland nous revient avec cette extension, et pour l'instant, ma foi, c'est un très joli début, 730 contributeurs en moins d'une semaine. Ça veut dire qu'on va certainement largement dépasser le score de la première édition du jeu. Ce qui est toujours un peu bon signe quand un jeu fait une première campagne à 1000 contributeurs et que la deuxième part sur des bases 800 contributeurs environ à la fin de la première semaine, c'est que on a plutôt du bon bouche à oreille sur le jeu de base. En tout cas, ça se confirme généralement dans cet ordre d'esprit-là. Alors ensuite, voyons un petit peu ce qu'il y a de neuf. D'abord, un petit peu un aperçu du plateau, avec justement ces différentes attractions que vous pourrez ajouter à votre parc, et attractions qui auront bien sûr de propres effets particuliers pour chacune d'entre elles, des mécanismes de scoring différents, peut-être des petites compétences qui vous permettront d'engranger encore plus de visiteurs, etc., etc. Donc tout un tas de petits trucs qui vont s'embriquer les uns aux autres, dans un mélange donc de placements d'ouvriers, de tableau building, de point salad, de set collection également, mais également avec un tas de bonus de fin de partie. J'imagine que c'est cette dernière ligne que l'on voit ici, donc il y aura certaines attractions qui vous permettront d'aller choper des points en plus en fonction des différentes cartes que vous aurez réussi à ajouter à votre parc. Le thème en plus de ça est assez charmant, donc c'est un jeu que j'aimerais bien tester un jour. Alors qu'y a-t-il de nouveau dans Dreams from America, donc cette nouvelle extension qui vient s'ajouter au jeu de base? D'abord, un petit plateau réservé à l'extension que vous voyez ici. Ensuite, bien sûr, de nouvelles cartes, 32 cartes de rêve que l'on voit ici. Celles-ci vous rapportent typiquement des points en fin de partie pour une somme de base de 10 pièces par exemple. Là, celle-ci coûte moins cher, celle-ci aussi, et elles auront des effets différents, bien évidemment. On aura aussi 2 cartes de entrepreneur. J'imagine que c'est 2 en plus de celles qui étaient présentes dans le jeu de base, j'imagine en tout cas, qui sont, j'imagine, une sorte de rôle que vous pourrez prendre en début de partie, qui vous orientera un petit peu vers votre évolution, vers vos choix de partie au cours de cette dernière. Également, 5 nouvelles cartes de bureau d'achat de tickets. Ensuite, tout un tas de nouveaux meeples, donc des workers, il y en aura 10, un petit token de happiness, donc de bonheur, un petit token de joueurs supplémentaires, de victoires supplémentaires, de visiteurs supplémentaires, donc ça c'est pour ajouter un joueur supplémentaire à mon avis. Ensuite, tout un tas de pièces supplémentaires et également de petites tuiles de missions, de scoring on va dire. Ensuite, tout un tas de petites exclusivités Kickstarter également, avec encore une fois des nouveaux workers, donc encore une fois un nouveau joueur j'imagine, et tout le matos qui va avec. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte de base pour cette 3e édition? Le plateau central que vous voyez ici, avec les différents marchés que vous pourrez chercher à obtenir, les différentes attractions que vous pourrez chercher à obtenir via les marchés, avec différents types d'attractions bien évidemment, le scoring, etc., etc. Ensuite, tout un tas de cartes avec les attractions de Jet Coaster, on va dire, les acteurs, les restaurants, les hôtels, les mascottes, etc., etc. Tout un tas de meeples, tout ça très très charmant, avec du screen print qui plus est, donc un petit peu de luxification de base, c'est plutôt très très cool. Ensuite, un petit insert très basique, mais bon, qui devrait faire le job également. Ensuite, on va chercher à aller trouver les niveaux de pledge, parce que j'ai vu les différentes propositions de pledge, mais j'ai pas vu les prix. Donc on va essayer de retrouver ça assez rapidement. Sachant que là, on voit les upgrades en add-on. Donc pour 10 € pour les exclusivités Kickstarter, donc les Little Guys, c'est des meeple screen print, j'ai l'impression. Les Metal Coins pour remplacer les pièces de carton par des pièces de métal pour 15 €. Et en plus, elles sont plutôt jolies. Vous avez ici le livret de règles en français d'ailleurs, qui n'est pas encore cliquable, donc a priori, c'est pas... Ah, c'est Language Independent, ok. Donc vous aurez le livret de règles certainement en PDF en français, et de toute façon, il n'y a pas de texte sur les cartes, sur le matériel, donc vous pourrez jouer assez facilement. Et donc, est-ce que je peux trouver les frais de... Pas les frais de port, mais les pledges? Je les trouve pas, donc on va aller directement ici, ça ira plus vite. 19 € pour l'extension, donc Dreams from America, donc, qui s'accompagne aussi des stretch goals, ainsi que des exclusivités Kickstarter. Ensuite, pour ceux qui n'avaient pas le jeu de base, parce qu'il le faut pour pouvoir y jouer à cette extension, c'est 59 € pour donc, la boîte de base, plus l'extension Dreams from America. C'est ma foi pas très très cher, en réalité. Le contenu en termes de matos est pas dégueulasse. Il y a quand même la boîte de base plus l'extension, 59 €, c'est pas exagéré.
Et ensuite, pour ceux qui voudraient le all-in, c'est 79 € pour avoir, en plus de l'extension du jeu de base, également les pièces de métal, et puis les Little Guys, donc la petite extension avec les meeple screen print dans tous les sens. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, alors que je vois qu'il y a aussi Tabletop Simulator pour le tester éventuellement avant de prendre votre décision. Le shipping, c'est ici, 19 à 24 € pour le Canada. Pour la France et Monaco, 10 à 15 €, donc c'est relativement abordable aussi en termes de frais de port, ça c'est plutôt très cool. Ensuite, pour nos amis suisses ou belges, par exemple, Belgique, Luxembourg, 13-18. La Suisse, où êtes-vous, amis suisses? Vous êtes ici, 19-24, ok. Et puis pour nous qui sommes en Asie, ça doit être 19-24 également, donc c'est pas exagéré. Ma foi, c'est pas dégueulasse en termes de propositions, je serais curieux de le tester. Pour ce qui est de la TVA, sachez qu'elle sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc vous aurez petit billet à sortir en plus durant le Pledge Manager. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Wishland, avec cette extension Dreams from America. Un petit jeu que j'aimerais bien tester, qui a l'air d'être très très charmant sur le papier. De là à aller le baquer, il y a un pas que je ne franchirai certainement pas, mais quand même, je suis assez intrigué par cette proposition donc de Wishland. 730 backers, 27 jours avant la fin de la campagne, et déjà près de 40 000 € d'engrangés. On peut maintenant enchaîner sur un projet qui, moi, me semble plutôt intéressant. Il s'agit de The Hunters AD 1492, comme on pourrait dire en anglais. 1064 backers, 15 jours avant la fin de la campagne. C'est le nouveau projet de Officina Monstrorum, qui nous vient, je crois, de Pologne, si je ne me trompe pas, mais j'ai oublié, bref, on s'en fout un petit peu. Jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, dans lequel vous allez devenir un chasseur et faire face à différents ennemis un petit peu dégueulasses comme ici, ce mégaloptère par exemple, dans un monde post-apocalyptique mais médiéval. Une sorte de brume épaisse s'est abattue sur le monde et est peuplée de bestioles pas forcément très amicales, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, avec vos partenaires autour de la table, en collaboration, eh bien, vous allez chercher à leur foutre des grands coups de tatane au niveau de la jugulaire, bien évidemment. Dans un monde ouvert, open world, avec une narration avec différents embranchements bien évidemment, qui dépendra en gros de vos réussites, de vos échecs, de vos choix, avec également une forte rejouabilité. Ce n'est pas un jeu legacy, vous pourrez retenter la campagne à plusieurs reprises si vous le souhaitez, le tout pour 1 à 4 joueurs. Pour combien de temps la partie par contre, c'est pas écrit, donc on va passer. Pour ce qui est de la version française, sachez qu'elle sera disponible en PDF. Pour ce qui est des cartes, ainsi que des livres, enfin du livret de règles, on va dire. Il y en a plusieurs, apparemment, box, donc il y a un livret de règles et puis peut-être un livret de narration, des prompts, etc. Donc il y aura aussi des composants en français, mais en PDF, donc bon, ça c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la version physique en français, mais peut-être que si vous êtes 3000 sur le projet en français, en France, peut-être qu'ils débloqueront une version physique en français, sait-on jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, on est à 1000 backers, donc c'est quand même plutôt pas mal pour du GameFound qui plus est, sachant que j'ai pas souvenir que Officina Monstrorum ait déjà fait des campagnes conséquentes sur GameFound. Parce qu'ils avaient fait des Pledge Manager pour The Hunters AD 2114, qui était plutôt futuriste pour le coup, mais pas de campagne, je crois, sur GameFound. Donc pour une première, c'est plutôt pas mal, c'est un bon début. Alors, continuons. D'abord, vous pouvez remarquer que la DA est quand même très chouette. J'aime beaucoup la DA, personnellement. Ça a ce côté vraiment médiéval, mais bien pensé. C'est plutôt joliment illustré. Même la police est plutôt raccord avec l'univers que semble dégager le jeu. Des petites miniatures de personnages aussi qui sont plutôt pas mal. En tout cas, ici, on a des renders 3D, bien sûr. C'est pas les vraies miniatures, je pense. Mais elles sont plutôt pas mal. Elles sont plutôt détaillées. On voit aussi qu'on a nos personnages qui vont venir évoluer, bien évidemment, comme dans ton RPG de ce genre, tout bon dungeon crawler de ce genre, on va dire. On a ici donc Wilhelm Schwarz, Elena Wolf, on est sur des trucs très très germaniques, Friedrich Baumann, et puis Milena Van Kiev, je crois. Donc plutôt des personnages germaniques qui sont plutôt charmants, ils ont tous un bon petit charisme, assez différents les uns des autres, mais plutôt cool, j'aime beaucoup. Avec... pour le reste des archétypes assez classiques, Wilhelm qui a l'air d'être un gros bourrin avec une épée, Elena Wolf qui sera plutôt à distance, hein, c'est une archère, qui n'a pas apparemment de corde, donc c'est pas très pratique, pas de corde pour tirer, c'est une archère du dimanche on va dire. Ensuite Friedrich Baumann qui doit être, j'imagine plutôt dans les soins, ouais c'est ça, medic, donc plutôt dans les soins. Et puis Milena qui est une sorceresse, enfin une sorcière on va dire. Donc voilà, c'est relativement classique en termes d'archétype de joueur, mais c'est plutôt sympatoche. Ensuite, on a un wagon ici qui nous permettra d'effectuer différentes actions telles que obtenir des ressources, des nouveaux équipements par exemple.
Ensuite, tout un tas de tuiles d'équipement justement, donc pour aller, comment dirais-je, équiper notre personnage et le rendre de plus en plus compétent, de plus en plus fort. Donc vous vous doutez bien qu'il va commencer avec un équipement assez léger, assez moyen, et peut-être des compétences assez moyennes également, et progressivement il devient de plus en plus puissant, de plus en plus intéressant, et surtout de mieux en mieux équipé également. Ensuite, différents lieux avec des tuiles un petit peu à la 7e continent, qui vont être retournés avec une sorte de brouillard de guerre, et on va progressivement explorer un petit peu l'univers qui s'offre à nous. On aura le choix d'aller un petit peu partout, bien sûr. On pourra aussi découvrir des petites quêtes annexes que vous pourrez choisir d'accomplir ou non, qui vous donneront bien sûr des avantages si vous les réussissez, mais qui seront aussi une perte de temps, parce qu'il y a aussi une notion assez importante de temps qui s'écoule au cours du jeu. Et il me semble aussi, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une phase de jour et une phase de nuit qui peut être assez intéressante aussi, si mes souvenirs sont bons en tout cas. J'ai regardé la vidéo de Nyx il y a 3-4 jours, mais comme j'ai une mémoire assez sélective et assez mauvaise de manière générale, j'ai un petit peu oublié ce qu'il en a dit. Mais la vidéo était très très bonne, ça je m'en souviens. Comme à l'accoutumée, mais bon, c'est Nyx, ça on le sait déjà. Ensuite, 129 cartes de scénario que vous voyez ici, 100 cartes d'événements aussi qui vont venir impacter le jeu, avec, vous le voyez ici, des choix à faire, A, B, C, D, enfin, A, B, C, avec des choix qui vont venir impacter l'ensemble de la narration. Ensuite, 36 cartes d'ennemis avec leur miniature également. Ils sont plutôt dégueulasses, le bestiaire est plutôt classe. Dégueulasse mais classe, hein. On voit ici Nazicornis, le Hound, le Mégaloptère qu'on a entrevu tout à l'heure par exemple. La Wraith est plutôt dégueulasse aussi par exemple. Bref, tout un tas de monstres, un vrai bestiaire à explorer. Excusez-moi, c'est pas complètement parti quand même. Ensuite, le Huge Sum of Maps, donc encore plus de maps que vous pourrez explorer dans un livret à fascicules. Donc ça c'est plutôt pour les décors en intérieur, j'ai l'impression. Ensuite, on a aussi plus de 260 tokens, y compris des pièces qui ont l'air d'être en métal, mais c'est peut-être juste l'aspect visuel, peut-être en carton finalement, je ne sais pas. Mais c'est plutôt classe. Quoi qu'il en soit, la reward, et je dis là parce qu'en fait il n'y en a qu'une seule, vous le voyez, il n'y a qu'un seul pledge, et c'est plutôt pas mal. J'aime bien les campagnes qui font un ou deux pledges maximum, j'aime bien. Ne pas avoir trop de choix, ne pas avoir la nécessité de choisir parmi 37 pledges différents avec plus ou moins de déluxification, avec plus ou moins d'extension, etc. Là au moins c'est simple, on va directement au but, comme Marseille. Ça dépend. 117 € pour le pledge, donc Hunter, donc le pledge, le seul, l'unique, donc 117 € pour le pledge de base. Au-delà de ça, vous avez aussi des add-ons, pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Vous avez un Heroes Pack, donc peut-être des nouveaux héros. Apparemment c'est le cas, on aura 2 nouveaux héros, donc Guido Torelli, tiens, qu'est-ce que vient foutre un Italien là-dedans, qui sera donc un arbalétrier, et puis Chloé, qui sera une autre sorcière pour le coup, avec donc bien sûr leur plateau individuel, leur miniature qui va avec, et puis leur propre carte, bien évidemment aussi. Vous les voyez plus en détail d'ailleurs ici. Donc plutôt très classe encore une fois. Vous avez aussi les pièces de métal, parce que oui, il n'y a pas que l'apparence, il y avait aussi des vraies pièces de métal pour le coup, à 22 €, et il y en a combien dans le tas? 45 pièces de métal. Un nouveau set de dés pour éventuellement pouvoir, éviter d'avoir à se les donner les uns les autres durant la partie, j'imagine. Une boîte de mini supplémentaire peut-être, pour 46 €, et puis une map du monde de Hunters imprimée, pour 5 €. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le gameplay. Donc vous allez upgrader votre wagon ainsi que d'obtenir différents équipements, différentes pièces d'équipement pour votre personnage. Donc le faire développer grâce à son expérience acquise au préalable via les combats, via les différentes missions, les quêtes que vous allez choisir de réaliser. Donc pour gagner notamment en puissance, en connaissance, en santé, etc., etc. Ensuite, vous allez crafter votre équipement. Donc vous allez, comment dirais-je, assembler différentes pièces d'équipement pour obtenir un nouvel équipement plus puissant. Ensuite, vous allez choisir d'embarquer votre équipage, votre équipé plutôt, pour des quêtes annexes dans tous les sens. Mais attention, il faut choisir celles que l'on va faire et celles que l'on va pas faire, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de temps qui vous est impartie et qui est limitée, qu'il vous faudra respecter. Donc attention, ne pas faire trop de quêtes annexes également, même si elles vous permettent d'aller gagner plus de nouveaux équipements grâce à l'expérience que vous aurez acquise. Ensuite, Get Off the Path, donc ça c'est face aux événements que vous serez amené à rencontrer au cours de vos aventures, avec les différents choix scénaristiques qui impacteront la suite de l'aventure également. Vous pourrez aussi découvrir tout un tas de nouveaux lieux, bien évidemment, au fur de votre aventure, et vous devrez aussi, bien sûr, tataner du monstre dans tous les sens. Relativement classique, c'est un peu l'un des premiers qualificatifs que l'on peut avoir vis-à-vis de Hunters dans cette campagne. Quand on la parcourt, c'est classique. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui transparaît aussi dans la vidéo de Nyx, que voici, pour ceux qui voudraient s'y intéresser un peu plus en avant, parce que lui a pu tester le jeu sur un prototype. C'est l'adjectif vraiment classique.
Ça a l'air d'être classique, mais très efficace également. C'est aussi ce qui transparaît de la vidéo de Nyx. Il semblait vouloir dire que, effectivement, c'est classique, certes, mais également très efficace. Et ça, je veux bien le croire, parce que c'est vrai que le jeu a un vrai charme, ne serait-ce que visuel. Et puis au-delà de ça, si les mécanismes ne sont pas révolutionnaires, ils ont le mérite d'être éprouvés et d'avoir fait leurs preuves. Ce qui veut dire la même chose. Manque de vocabulaire. Le livret de règles est disponible ici en français, en PDF, donc vous pouvez déjà le découvrir pour voir si ça peut éventuellement vous intéresser. Et pour le reste, on va pouvoir passer directement maintenant aux frais de port qui sont ici pour l'Union Européenne. 19 € de frais de port pour la Core Box et 21 si vous prenez petit add-on en plus. Pour le reste de l'Europe, donc peut-être la Suisse par exemple, j'imagine, 21,26. Pour le Canada, 25,29. Ça dépend parce qu'il y a une zone aussi à 17,22 apparemment. Et puis pour l'Asie, pour le Japon, 28,33. Un petit peu plus cher, certes. Mais j'ai l'impression que comme ça nous vient d'Europe, la TVA devrait être déjà incluse. Oui, c'est ça, la TVA est déjà incluse, donc vous n'aurez pas besoin de sortir un petit bifton supplémentaire durant le Pledge Manager. Voilà donc pour The Hunters AD 1492, joli petit projet, j'aimerais bien voir jusqu'où il ira, je ne me vois pas le baquer pour autant, mais c'est vrai qu'il titille quand même pas mal ma curiosité. On va maintenant pouvoir passer aux deux gros projets de la semaine, et oui, il n'y en a pas un comme je le disais tout à l'heure dans le sondage de la semaine, mais bien deux. L'autre était un peu passé sous mon radar, alors que pourtant il s'agit d'une localisation en VF, donc c'est vrai que je suis un petit peu moins à l'actualité sur les sphères francophones, alors que je le devrais, et du coup je suis passé un petit peu à côté, mais j'ai pu le voir avant d'enregistrer le menu, donc tout va bien. Le premier de ces gros projets, donc de ces desserts de la semaine, il s'agit de Clank Legacy saison 2, donc pour Acquisitions Incorporated, intitulé cette fois-ci Darkest Magic, 4602 contributeurs pour la suite de cette, comment dirais-je, cette énorme référence du monde ludique de ces dernières années, un Clank qui avait commencé par un jeu de deck building relativement classique, qui ensuite s'est enrichi de diverses extensions, avant de lancer un mode Legacy, donc Acquisitions Incorporated, et là donc ils nous reviennent avec un second épisode, donc une seconde saison de ce jeu Legacy. Donc, comme vous connaissez un petit peu les Legacy, j'imagine, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, le concept du Legacy, c'est un jeu qui va avoir, comment dire, pour chacune de vos parties, va avoir un impact sur les prochaines parties. Vous allez potentiellement être amené à modifier le plateau, à peut-être détruire une partie du matériel, etc., etc. Et vous allez certainement terminer la partie avec un plateau radicalement différent de celui avec lequel vous avez commencé votre partie. Et du coup, Clank Legacy saison 2 fait suite bien évidemment à la saison 1 comme je disais tout à l'heure, et c'est le nouveau projet de Direwolf, leur premier projet sur Kickstarter, mais c'est un éditeur déjà de renom, bien évidemment, d'ailleurs vous connaissez certainement toute la série des Clank, évidemment. Très beau succès, comme on pouvait l'estimer, enfin comme on pouvait l'imaginer avant le début de la campagne, 4100 contributeurs déjà à 20 jours de la campagne, près de 400 000 € d'engrangés, tout marche très bien pour Clank Legacy, ils ont fait parler la poudre d'entrée de jeu. Ça veut dire que certainement on va aller chercher les 7000 contributeurs, j'imagine, d'ici la fin de la campagne minimum. Alors donc, qu'y a-t-il comme pledge levels, comme niveau de pledge potentiel? D'abord, on a un pledge de base à 99 $ pour donc prendre le pledge de base qui est donc le jeu de la saison 2 de Clank Legacy. On a aussi la possibilité de mettre la main sur les deux, donc la première saison et la seconde saison, pour ceux qui n'auraient pas pu jouer à la première saison jusqu'à présent, mais qui seraient charmés par, comment dirais-je, cette possibilité de mettre la main sur les deux épisodes d'un seul coup, c'est 179 $ contre théoriquement 225 si vous les prenez à l'unité en boutique. Donc il y a une petite ristourne relativement intéressante. Ensuite, qu'a-t-il en termes de nouveautés dans cette saison 2 de Clank Legacy? Alors d'abord, il y aura de nouveaux personnages jouables. J'imagine que chacun des personnages aura sa propre spécificité, sa propre compétence légèrement asymétrique, même si comme ça de prime abord ça n'en a pas l'air, mais j'imagine que c'est le cas en tout cas, ça me semblerait logique dans l'univers de Clank, qui plus est dans un Legacy. Ensuite, le fameux plateau qui va venir évoluer au fur et à mesure, on va certainement les coller des stickers j'imagine. D'ailleurs, sachez que c'était également une map double face, donc vous aurez deux plateaux, certainement un qui changera avec le temps, et l'autre qui sera peut-être réutilisable en l'état, je ne sais pas, à voir, j'ai pas checké en détail. Ensuite, le fameux plateau des clanks, les petits bruits que vous allez faire dans le donjon et qui vont faire rameuter tous les monstres sur votre tronche.
Ensuite, les différents tokens, y compris les trésors, etc. Par exemple, les cartes d'aventure, les cartes de boss, des tuck boxes, donc des petites boîtes de rangement pour les cartes, j'imagine, pour sauvegarder un peu votre évolution au cours de la partie. Ensuite, la piste de réputation de votre franchise, qui est une franchise à aller développer dans le jeu. Ensuite, The Crew, donc ce sont vos personnages jouables justement, avec ici The Defiant, je sais pas comment on le prononcer en anglais pour le coup, The Haunted, The Ambitious et The Vengeful. Alors là c'est vrai que pour l'instant en l'état on voit pas d'asymétrie. Est-ce qu'il y en aura dès le début de la partie? Je ne sais pas. Par contre, il y en aura forcément au fur et à mesure que vous allez venir enrichir votre deck, parce qu'on reste sur un jeu de deck building fondamentalement, et avec l'impact de chaque partie sur les suivantes, bien sûr, il y aura une asymétrie qui va venir se développer, se construire au fur et à mesure. Ensuite, qu'y a-t-il de nouveau également? On aura aussi de nouveaux boss battles, donc des combats de boss, qui vont venir s'intégrer à ce nouvel épisode de Clank Legacy. On aura parmi les boss Frégus, le dragon que vous voyez ici par exemple, on aura d'autres qui seront révélés au fur et à mesure de la campagne. On aura aussi des scénarios coopératifs. Est-ce que l'ensemble du jeu est coopératif? Apparemment non, puisqu'on nous dit que ça encourage un esprit de compétition relativement sain, mais que parfois on aura à cœur et amène de se souder, de se serrer les coudes pour pouvoir bénéficier d'avantages plus complémentaires. Ensuite, il y a le fameux composant de Legacy, donc le Scratch Off. Il y aura des cartes dont vous pourrez gratter une partie pour découvrir ce qui se cache derrière, notamment des compétences, etc. Donc ça aussi, c'est la partie Legacy, où vous allez altérer le matériel du jeu pour le rendre encore plus unique selon l'évolution de la partie. Les stretch goals, on passera bien évidemment, il y aura bien sûr de nouvelles cartes, de nouvelles missions, de nouveaux boss, peut-être de mêmes personnages même, on verra, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y a pas grand chose en fait en termes de matière vraiment dans cette campagne, parce que bon, c'est un Legacy donc ils peuvent pas trop en dévoiler non plus, donc ils mettent rapidement les deux niveaux de pledge différents, les stretch goals, ensuite les accolades qu'on peut recevoir le jeu d'origine, le premier épisode de Legacy, mais pour le reste ils peuvent pas tellement en dévoiler plus, donc c'est une campagne assez courte avec assez peu de matière en réalité. On voit ici un petit peu les différents épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant dans l'univers de Clank. Donc Clank, le jeu de base en deck building avec les extensions, Sunken Treasures, The Mummy's Curse, Adventuring Party par exemple. Ensuite on a eu Clank in Space, donc une sorte d'épisode qui se déroule dans l'espace cette fois-ci. Puis ensuite la saison 1 de Acquisition Incorporated, donc le Legacy. Suivi ensuite par Catacombs, qui était plutôt un deck building sans plateau cette fois-ci. Et donc là il nous revient avec la saison 2. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent nous dire en réalité dans cette campagne pour ne pas en dévoiler trop. Ensuite, par contre, qu'est-ce qu'il en était pour le shipping? Apparemment, il faut cliquer ici pour en avoir plus d'informations. La TVA sera d'ailleurs ajoutée pendant le Pledge Manager, donc sachez-le, soyez au courant. Ensuite, pour les niveaux de pledge et les frais de port qui sont raccords avec ces derniers, la Belgique, il faudra débourser 14, 15, 17, 18 euros en fonction du niveau de pledge que vous avez choisi, de nombre de copies, pardon, pas du niveau de pledge, que en réalité qu'un seul, mais enfin 2. Ça dépendra du nombre de copies que vous allez incorporer dans votre livraison, dans votre commande, on va dire. Ensuite, la France, 16, 18, 20, 21. La Suisse, 23, 28, 29, 30. Nos amis canadiens, ça dépend un petit peu de l'état dans lequel vous vous situez apparemment. Ça va aussi entre 16 et 21 jusqu'à 30, 39. Donc attention, ça peut varier du simple au double quasiment. Et puis finalement pour nous au Japon, histoire de, par curiosité, 21, 24, 27, 29. Ok. Voilà tout pour donc Clank Legacy saison 2, vous me direz ce que vous en pensez. Avez-vous joué à la saison 1? J'ai pu pour ma part jouer à Clank, donc le jeu de base, le deck building que Xavier a, qu'on a sorti du coup une fois, deux, qui était sympa. Mais encore une fois, vous le savez si vous regardez la chaîne depuis assez longtemps, je ne suis pas un grand amateur du deck building quand c'est le mécanisme central d'un jeu. Là pour le coup c'est mélangé à d'autres trucs donc ça me plaît un petit peu mieux, mais c'était pas une expérience qui restera, comment dirais-je, impérissable dans ma mémoire on va dire. Par contre, un Legacy, je suis beaucoup plus partant voilà, pour le coup. Donc je serais curieux de le tester, ne serait-ce que pour la saison 1 par exemple, un jour peut-être. 4603 contributeurs pour l'instant, 400 000 euros d'engrangés approximativement, 20 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne et on termine ce menu crowdfunding par la campagne de la VF de La Familia de Super Meeple qui assure donc la localisation en français de ce jeu de Maximilian Martial ainsi que Weberson Santiago avec ses illustrations que l'on reconnaît automatiquement, c'est l'illustrateur entre autres de l'Auberge Sanglante, entre autres, avec son style si distinctif. C'est un jeu pour 16 ans et plus, thématique assez mature, il faut bien le dire, c'est très très violent, on parle ici de mafioso et de conquête de territoire,
noir avec des massacres en tout genre. C'est pour 4 joueurs, et oui, vous avez bien vu, c'est pour 4 joueurs uniquement. Pas 2 à 4, non, juste 4, il faudra jouer en 2 contre 2, pour des parties allant de 90 à 180 minutes, donc oui, ça peut potentiellement être assez long. Ça a aussi une très jolie note actuellement sur BGG, avec un 8.1 de moyenne, ce qui est quand même très joli. Et c'est donc la VF assurée par Super Meeple, directement sur Game on Tabletop. Vous avez l'habitude maintenant de cette plateforme qui publie des jeux en localisation française, et donc tout est en français dans la campagne, donc vous n'avez pas théoriquement tellement besoin de moi pour découvrir le projet. Sachez que pour l'instant il y a déjà 230 backers sur le projet, alors c'est vrai qu'en comparaison avec certains projets de GameFound et surtout avec les projets de Kickstarter, ça semble très léger, mais on parle ici d'une campagne exclusivement dédiée à la version francophone du jeu. Donc 233 backers en l'espace de 3-4 jours, ça a commencé le 5, on est le 6 au moment où je m'enregistre, donc en un jour en réalité, c'est plutôt un très joli résultat. Et il reste encore 30 jours avant la fin de la campagne. Donc on est quand même très bien parti pour un beau résultat, sachant en plus que vous bénéficierez d'une petite ristourne sur l'achat lors de cette précommande, car il s'agit d'une précommande, le jeu sera en boutique de toute façon, mais pendant la campagne vous paierez 68 € au lieu de 80 en boutique, avec livraison gratuite pour la France métropolitaine. Alors, le pitch de base, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lutte intestine entre les différents clans de mafieux en Sicile. Ils seront donc au nombre de 4, même s'il y a 6 familles disponibles dans le jeu. Donc vous pourrez avoir une certaine rejouabilité avec les différentes combinaisons que vous pourrez imaginer en paire, donc avec votre partenaire. Donc il faudra explorer un petit peu toutes les familles et éventuellement leur capacité à bien s'intégrer l'une à l'autre par exemple, à imaginer des bons petits combos. Alors ensuite, continuons dans la campagne. Voilà un petit aperçu de ce que ça peut avoir comme présence sur table, en tout cas en partie, puisqu'on ne voit pas ici les plateaux individuels qu'on verra par la suite. Donc vous avez la carte de la Sicile, découpée en plusieurs régions dont vous devrez essayer de prendre le contrôle, sachant qu'il faudra en contrôler 5 pour un seul joueur ou 6 au cumul des 2 joueurs de votre équipe pour espérer l'emporter dans la Familia. Ensuite, un jeu atypique en équipe, donc en 2 contre 2, je l'ai déjà dit tout à l'heure, même si j'ai cru comprendre à travers quelques petites vidéos que j'ai vues que parfois on pouvait avoir intérêt aussi à ne pas vraiment travailler ensemble par moment, même si ça reste un jeu par équipe fondamentalement. Ensuite, continuons, vous avez encore un petit aperçu du reste du matériel, avec justement ici un plateau individuel d'une des familles de la mafia, qui a déjà upgradé certaines de ses compétences, car vous le voyez, vous avez un plateau double épaisseur avec certaines compétences que vous pourrez être amené à débloquer. Vous avez aussi votre petit paravent, votre petit écran derrière lequel vous pourrez dissimuler vos ressources notamment. Ensuite, prendre la main sur la Sicile, phase de planification, là c'est le gameplay sur lequel on arrive maintenant, phase de planification où l'on va choisir avec les différents petits cercles, les petits disques que l'on voit ici, les différentes actions que l'on va chercher à faire lors de la phase d'exécution que l'on voit ici, donc avec nos disques, et parfois on pourra aussi choisir des disques de couleur grise qui ne font pas partie de notre faction directement, mais que l'on pourra engager moyennant finance pour qu'ils accomplissent des actions pour nous. Ensuite, la phase d'exécution, donc il y a un petit bug au niveau de la syntaxe ici, mais ça n'a aucune importance. Donc c'est la phase où l'on va justement jouer les différentes actions que l'on a planifiées précédemment. Donc aller ajouter des miliciens sur telle ou telle région, construire des labos clandestins, ensuite placer des voitures ou des bateaux, etc. Donc effectuer différents ordres envers nos sous-fifres, on va dire, quoi, en gros. Ensuite, continuons les points forts de ce jeu. D'abord, un système d'action original et progressif, puisque ce plateau d'action que vous voyez ici, sur lequel on va aller placer nos petits disques, va venir s'enrichir tour après tour de nouvelles actions disponibles. Donc ça a l'air d'être super intéressant de ce point de vue-là, d'autant plus que certaines actions sont assez uniques, comme le fait de devenir premier joueur par exemple, ou plus puissantes et qui demanderont des sacrifices en jetons, mais qui seront aussi plus impactantes sur le reste de la partie. Ensuite, un jeu d'équipe, et ça c'est vraiment sa force, mais également certainement sa faiblesse, c'est qu'il vous faudra nécessairement 4 joueurs autour de la table pour pouvoir profiter du jeu. Donc voilà, c'est tout. Il ne faudra pas être 3, il ne faudra pas être 5, il faudra être 4 et c'est marre. Donc ça c'est vrai que c'est une configuration qui est peut-être pas la plus difficile à trouver, donc ça c'est plutôt bien, mais c'est vrai que c'est assez limitant, il faudra pas avoir un groupe ni trop petit ni trop grand. Mais quand on prend la Familia, on sait forcément à quoi s'attendre, c'est un jeu pour 4, donc on sait vers quoi on s'oriente, on va dire. Donc il faudra bien sûr prendre vos décisions ensemble, essayer de négocier un petit peu. Vous avez apparemment cette carte qui vous sera disponible pour chacune des 2 équipes, derrière laquelle vous pourrez vous cacher comme ça en montrant avec le doigt vers quelle région vous allez vous orienter, pour quelle action vous allez accomplir dans telle ou telle région, pour mieux programmer ensemble à base de petites messes basses vos prochaines actions.
Système de combat original avec un petit peu de bluff avec ces 3 cartes qui influenceront aussi les factions en présence sur tel ou tel territoire, donc une partie de bluff également là-dedans. De la symétrie via les différentes familles qui sont offertes dans le jeu. On voit ici 2 plateaux de familles différentes et vous voyez que derrière les compétences sont différentes, que le nombre de crans disponibles pour chacune des compétences sont un petit peu différentes également. Donc il y a aussi une vraie petite asymétrie, pas extraordinairement riche, mais suffisamment riche pour justement permettre aussi une certaine profondeur de gameplay et aussi une certaine rejouabilité à imaginer ces différentes synergies que l'on peut mettre en place en fonction de notre famille et de celle de notre partenaire également, et de l'évolution que l'on va choisir pour nos 2 factions justement. Avec également une carte de personnages comme ici Tommaso ou Stefano qui ont eux aussi des petites spécificités en termes de mise en place et peut-être également d'unités en présence sur le plateau d'entrée de jeu. Ensuite, un matériel soigné, c'est vrai qu'on a plutôt un joli matos avec des plateaux donc double épaisseur comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, beaucoup de composants de bois. On n'est pas sur un jeu hyper deluxifié à la Kickstarter, mais c'est un jeu quand même assez bien produit qui présente plutôt pas mal. Ensuite, illustré donc par Weberson Santiago, donc un style toujours très particulier, on aime ou on n'aime pas. Sur l'auberge sanglante, je trouvais que ça se mariait très très bien avec la thématique, même si fondamentalement, l'approche artistique, j'en étais pas fan, mais elle se mariait tellement bien au style du jeu que finalement, ça m'allait plutôt bien. Et j'aurais tendance à dire la même chose du coup pour la Familia, style graphique assez particulier, que j'apprécie pas outre mesure en termes vraiment d'esthétique pure, mais qui semble se marier très très bien avec la thématique du jeu, et du coup j'ai envie de dire banco. Ensuite, le matériel commun à tous les joueurs, donc le plateau central, les plateaux d'action, les pièces. On aura forcément envie de les deluxifier à coups de métal, mais bon, elles sont pas disponibles. Il n'y a pas de pièces métal dans cette campagne en tout cas. Les cartes personnages, les pions neutres, donc vous pourrez engager moyennant finance. Les plateaux d'ordre, ensuite le pion premier joueur, ensuite le matériel d'équipe, 2 séries de 11 tuiles de contrôle, 2 fiches d'équipe, donc pour aller faire vos petites messes basses sur les prochaines actions que vous choisirez. Le matériel par famille avec 6 familles disponibles, donc avec le plateau double épaisseur, les jetons d'ordre, le paravent, les pions de bois et les cartes de combat. Ensuite, vous êtes un tas de vidéos par la presse, les vidéastes francophones en tout genre, pour vous présenter le jeu et leur opinion sur ce dernier. Donc Penelope Gaming par exemple, les jeux de Chaps, First Player, Meeple on Fire, etc., etc. Donc on a plein de vidéastes qui vous en parlent plus en détail que je ne pourrais le faire durant cette seule petite présentation de la campagne. Alors donc pourquoi précommander durant cette campagne de Game on Tabletop? D'abord parce que votre boîte est réservée, vous n'avez plus de soucis à vous faire d'une quelconque rupture de stock on va dire. Ensuite, livraison en avance par rapport à la sortie boutique, c'est toujours appréciable même si en soi, une fois qu'on l'a, c'est pas très important. Et puis un petit prix spécial, donc réduction de 15% sur le prix public, donc sur le prix en boutique, qui serait théoriquement de 80 € et qui sera donc de 68 € pour ceux qui backent durant cette campagne de précommande on va dire. Et en bonus en plus on ne touche pas à ta famille et ça c'est quand même plutôt cool aussi. Ensuite pour les frais de port comme je le disais tout à l'heure, pour la France métropolitaine c'est gratis, donc ça fait plaisir. Pour la Belgique ça reste quand même très abordable, 5 €, même chose pour le Luxembourg, un peu plus cher pour la Suisse, 10 € de frais de port pour nos amis suisses. Ensuite la TVA est déjà incluse bien évidemment comme c'est une campagne franco-française, et puis ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire ma foi. Oui. Sachant que quand même, c'est donc, comme je l'ai dit en début d'intervention, une production Super Meeple, qui est quand même un des éditeurs avec les plus beaux catalogues de ces dernières années. Avec par exemple, on a du Anachronie, on a du Ark Nova récemment, Pagan, même s'il ne fait pas forcément l'unanimité, Tricarion, Skymine, etc. Donc on a un éditeur qui fait quand même de très très belles campagnes, de très belles localisations. Donc à suivre avec la plus grande attention, y compris donc pour la Familia. 233 backers pour l'instant, 16 000 € d'engrangés, 30 jours avant la fin de la campagne, vous avez encore largement le temps de vous pencher sur son sujet. Et du coup, ma foi, c'est à peu près tout. J'ai dit 2 gros projets de la semaine, et en fait, non, il y en a bien 3. D'ailleurs, vous me voyez, je suis en pyjama, encore, à l'heure où je vous parle, parce que je retourne un morceau de vidéo le dimanche matin, et j'avais la flemme de me changer spécialement pour ça, donc je vous fais un morceau de vidéo en pyjama, parce que la tulipe a fleuri un petit peu, et en plus, c'est approprié, puisqu'il s'agit ici d'un jeu de botanique. C'est Botany justement, Flower Hunting in the Victorian Era, qui m'était passé sous le nez, alors que pourtant c'est un projet super intéressant, premier projet qui plus est de Docksomnium Games, et en plus c'est un gros succès, assez inattendu, sorti de nulle part, il est venu éclore tel un petit nénuphar, c'est magnifique,
3400 contributeurs déjà en l'espace de 3 jours, je crois, peut-être un peu moins, 2 jours, non, 5 jours, aucun rapport. Donc c'est un projet qui s'est lancé en début de semaine, donc mardi, et pour l'instant ça passe très très bien. 3400 contributeurs, c'est sorti de nulle part, je sais pas du tout comment ils ont su attirer autant de personnes sur une thématique qui certes est agréable, mais qui fait rarement des scores énormes, surtout pour un primo-éditeur, mais là ça marche très très fort, à 25 jours à la fin de la campagne, et déjà 208 000 € d'engrangés approximativement. Alors c'est un jeu de botanique, mais pas uniquement, et vous allez voir qu'il y a aussi une très belle direction artistique derrière j'ai hâte de baquer en anglais, pour accompagner le jeu, avec ce style très justement Angleterre victorienne, c'est très charmant. On va chercher à collectionner différents types de plantes évidemment pour faire du set collection, on va parcourir le globe également pour pouvoir partir justement à la conquête, à la recherche de ces différents types de plantes que l'on va pouvoir ensuite ajouter à notre collection. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, donc relativement abordable. On est sur un set de règles relativement facile à prendre en main, mais avec un vrai esprit stratégique, qui en fait un jeu qui se déroulera sur des parties d'environ 45 à 90 minutes en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Et donc vous irez gagner des points en collectant différents spécimens botaniques et en les, en les ramenant chez vous en Angleterre dans votre, votre propriété, on va dire. Alors, un petit aperçu de ce que ça peut avoir comme allure une fois sur la table, un beau plateau avec une vraie belle allure justement 19e siècle, anglo-victorienne quoi. Ensuite les petits plateaux individuels que vous voyez ici, et puis donc votre set collection, votre collection de plantes qui se mettent donc ici. Vous aurez aussi différents types de personnages et d'événements qui viendront impacter le jeu en cours de partie, ça c'est aussi relativement intéressant, et le tout toujours avec cette belle direction artistique très 19e siècle. Alors, continuons. Voilà, on vous met en avant justement les illustrations très époque victorienne. C'est vrai que c'est plutôt joli. Je n'y connais strictement rien en fleurs. C'est vraiment un truc pour lequel je suis vraiment une quiche, quoi, vraiment. Parfois, mes étudiants me demandent des traductions de noms de plantes japonaises en français. En fait, le problème, c'est pas le japonais. Je connais les noms en japonais. Je les connais en français, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Donc, je suis incapable de leur dire, en réalité. Bref, ça n'a aucune importance. Continuons. Le fameux Simple to Learn with Strategic Gameplay, donc en gros, les règles sont faciles à apprendre, sont faciles à mémoriser, à prendre en main, mais en revanche, il y a une vraie profondeur de gameplay qui pourra satisfaire aussi bien du coup les joueurs plus débutants, on va dire, du secteur, par la facilité d'accès des règles, que les joueurs un peu plus expérimentés, on va dire, parce qu'il y a une vraie dimension stratégique dans le jeu. Alors ensuite, vous voyez d'ici votre pion qui se déplace sur les différents emplacements de l'Europe ici par exemple, mais il y aura l'ensemble de la map monde pour aller rechercher différents spécimens et ensuite rentrer chez lui avec les spécimens en question. Ensuite, belle qualité de matériel visiblement, avec vraiment un style très propre en termes de direction artistique. Ensuite, on a aussi des personnages qui sont apparemment inspirés plus ou moins, et des événements aussi, qui sont plus ou moins inspirés par la réalité. On en voit ici quelques illustrations notamment, avec des personnages qui ont leur propre spécificité, ainsi que des événements qui viendront impacter le cours de la partie. On en voit quelques-uns ici. Alors bon, c'est vrai que par contre, il y a quand même pas mal de textes. Ça, il faut bien le souligner. Pour un jeu qui ne dispose pas encore de version francophone, c'est un petit peu dommage d'avoir autant de textes et pas de version française, malheureusement. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, on verra bien. Si le succès se confirme comme ça semble être le cas pour l'instant, il n'est pas du tout impossible que des éditeurs étrangers, y compris français ou francophones, se penchent sur son sujet. Alors, qu'est-il dans la boîte de Botany? Donc, ces fameux plateaux individuels, il y en aura donc 5 avec des illustrations différentes les uns des autres. La fameuse map monde avec les différents emplacements que l'on voit ici, donc on pourra être amené à voyager sur les différents continents. Ensuite, les 100 cartes de spécimens botaniques. Ensuite, on a des wording cases, je ne sais pas du coup à quoi ça correspond. Les botanical presses, donc des presses botaniques, je ne sais pas trop bien à quoi ça correspond. Ensuite, des cartes conservatoires, des cartes d'orangerie, des cartes de chemin empoisonné. Ok. Ensuite, des cartes d'événements, donc là encore beaucoup de texte, des cartes d'expédition, des personnages historiques ou en tout cas inspirés de l'histoire. Ensuite des pièces, alors pour le coup en carton, c'est vrai qu'on aurait pu aimer avoir un petit peu de luxification à ce niveau-là, ne serait-ce qu'en add-on par exemple, pour accompagner la belle DA du jeu. Ensuite des petits pions, des dés, bon là ça fait un petit peu vieillot certes, mais ça va bien avec l'ambiance 19e siècle, pourquoi pas j'ai envie de dire. Ensuite des cartes de conditions de scoring un petit peu spéciales, et puis aussi la carte du prix botanique de la reine d'Angleterre. Ensuite, dans le Kickstarter, il y a aussi une petite extension exclusive qui s'intitulera Regal Roses, une mini-extension qui s'accompagne de 7 cartes de spécimens et de une carte de personnage supplémentaire.
sachant que d'ailleurs il y aura aussi d'autres extensions qui viendront enrichir le jeu à l'avenir apparemment. Ils ont déjà bossé sur plusieurs autres extensions ainsi que sur d'autres jeux, donc apparemment Duxomnium Games voit les choses en grand d'emblée, hein, d'entrée de jeu. Le how to play, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, hein, le setup, ensuite les spécimens. On va donc financer nos expéditions pour pouvoir partir un petit peu sur les différents continents à la recherche des spécimens. Ensuite, ready for adventure, on va donc se préparer à l'aventure avec notamment des événements qui viendront impacter notamment nos voyages par exemple, la capacité à pouvoir voyager dans tel ou tel lieu, etc. etc. Ensuite, on va justement, une fois après avoir préparé notre voyage, bien partir en voyage pour justement chercher nos spécimens, les collecter, rentrer chez soi dans son territoire, quoi, en gros, pour pouvoir gagner des pièces, repartir ensuite s'équiper, puis repartir encore à l'étranger pour chercher de nouveaux spécimens, et ainsi de suite. On recommence à de nombreuses reprises, et le jeu se termine au bout d'un moment, quoi, en gros. Ensuite, continuons, il n'y a pas de vidéo en français malheureusement pour ce jeu. Ensuite, les pledge tiers, voilà, les niveaux de pledge. Alors, assez intéressant, on a un pledge de base vraiment abordable à 39 $. C'est quand même très abordable pour un jeu qui, théoriquement, devrait être vendu en boutique à 65 $, donc c'est quand même un discount, une remise assez intéressante. En plus, il s'accompagne donc de cette fameuse mini-extension Regal Roses. Ensuite, à 75 $, on a donc le même jeu, plus deux extensions cette fois-ci, Perilous Path et Tantalizing Trees, donc deux petites extensions qui viennent enrichir encore un petit peu le jeu. Ensuite, je parlais tout à l'heure des pièces de métal, et bien les voici, les voilà, 99 $ pour avoir le jeu, les deux extensions et les pièces de métal qui vont avec, qui sont plutôt pas vilaines visiblement. Donc ça fait quand même 99 $, donc c'est quand même un ajout assez conséquent par contre en termes de prix en fait simplement. Ensuite 2 copies ou 4 copies du même jeu pour faire une sorte de pledge groupé et amortir un petit peu sur les frais de port aussi. Ensuite, en add-on, vous pouvez justement prendre les deux extensions indépendamment l'une de l'autre, hein, par exemple le Perilous Perfumes, que vous voyez ici, qui rapporte 50 cartes de spécimens supplémentaires, 3 cartes de personnages, 5 cartes de Garden Feature, que je ne connais pas, 20 cartes d'expédition, 30 cartes d'événements supplémentaires, donc beaucoup, c'est quand même une extension assez riche en contenu. Même chose d'ailleurs pour Tantalizing Trees, qui vient ajouter encore 50 cartes spécimens, 3 personnages, 5 Garden Features, 30 événements et 20 cartes d'expédition. Et puis vous pouvez aussi ajouter bien sûr les pièces de métal uniquement pour 25 $. Donc tout à l'heure en fait je crois que je m'étais trompé, j'avais dit qu'il n'y avait pas de pièces de métal même en add-on alors que en fait si. Bref, aucune importance. Tant que je le mentionne, ça va. Les stretch goals, on passe dessus assez rapidement. Sachez que il y aura apparemment aussi un organiseur, donc une sorte d'insert quand on débloquera les 250 000 $, donc ça devrait pouvoir se faire incessamment sous peu. On aura de nouveaux personnages, de nouvelles cartes de spécimens. On aura aussi apparemment du gold foil sur les estates, sur les plateaux individuels, donc une sorte de petite dorure. Ça c'est plutôt sympa, c'est un petit côté deluxification qui est plutôt agréable, même si ça n'apporte rien bien évidemment en termes de gameplay. Ensuite, les estimated shipping, donc les frais de port estimés. Pour l'instant, rien de sûr, mais on devrait partir sur du USA et reste du monde, et c'est là que ça fait mal. Parce que oui, les USA ça passe, le reste du monde ça passe beaucoup moins bien, ou en tout cas ça passe avec beaucoup de douleur, puisque vous le voyez, Botany seul, donc le jeu qui coûte 39 $, vous coûtera 49 $ de frais de port pour le reste du monde, donc ça par contre c'est vraiment un peu pété. 54 si vous prenez les extensions, donc ouais, c'est vraiment hors de prix. Ça par contre c'est vraiment pas cool. Il faut voir éventuellement si ils sont en train de négocier pour d'autres prix. On avait vu récemment sur un autre projet dont j'ai oublié le titre avec des standees en acrylique, j'en ai parlé il y a 4-5 semaines, que les frais de port avaient été revus à la baisse pour beaucoup de régions du monde après 1 ou 2 semaines, parce que ils avaient pu négocier un petit peu des coûts revus un petit peu à la baisse. Heureusement, on peut espérer que vu le succès assez conséquent de Botany, on aura certainement quelque chose d'assez similaire. D'ailleurs, j'ai pas encore vraiment tellement checké, mais c'est peut-être écrit quelque part qu'ils sont encore en train de bosser sur le sujet, de voir s'ils peuvent pas obtenir des coûts un petit peu réduits. Si, on a un petit paragraphe ici. S'ils reçoivent suffisamment de financement de la part des backers des régions concernées telles que l'Union Européenne, le Canada, etc., ils pourraient potentiellement réussir à obtenir des frais de port bien moindres que ceux affichés via l'obtention de nouveaux hubs d'envoi. Donc oui, en fait oui, c'est un peu bête à dire, c'est pas forcément très encourageant, mais on serait tenté de se dire, il faut qu'on back.
et plus on sera nombreux à backer, plus ça pourra potentiellement avoir une influence. Et si jamais les frais de port baissent pas d'ici la fin de la campagne dans 25 jours, et ben on retire son pledge tout bêtement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour espérer justement avoir des frais de port un peu moindres, en gros. Même si pour moi, bon, au Japon, je doute que ce soit véritablement possible, disons. Ça me semble un peu compliqué. Donc voilà pour Botany, très très joli petit projet, vraiment charmant, qui a pas l'air d'être fou en termes de gameplay, mais qui a une vraie présence sur table, qui a une vraie ambiance qui s'en dégage, que j'aime particulièrement, alors que pourtant, je m'intéresse absolument pas à la botanique. Et donc, gros succès, qui sort un petit peu de nulle part, c'est assez étonnant pour être tout à fait honnête. Communauté juste 2500 aux États-Unis, 200 au Royaume-Uni, 160 au Canada, France quand même 25 personnes malgré tout. Si on cumule toute l'Europe, je pense qu'on pourra avoir un hub avec le Royaume-Uni et le reste de l'Europe certainement. Donc Allemagne, Pays-Bas, etc. On doit être facilement quand même sur de 400-500 personnes au total, j'imagine. Donc il y aurait peut-être moyen quand même de trouver un hub au moins en Europe, je pense. Par contre pour nous en Asie, ça me semble très très compliqué. Voilà donc pour Botany, donc ce petit passage de menu crowdfunding en pyjama, la première et j'espère la dernière fois que vous me verrez ainsi, mais j'avais vraiment trop la flemme de me repréparer spécialement pour ce jeu. Du coup cette fois-ci c'est bien fini. Pour ce menu crowdfunding du 7 mai 2023, vous me direz ce que vous pensez des différents projets que je vous ai présentés aujourd'hui, lesquels vous intéressent, lesquels avez-vous déjà backé, lesquels vous font encore réfléchir mais vous n'avez pas encore pris votre décision. Je serai toujours curieux de voir un petit peu vos retours. Sachez qu'en plus, vous le savez de toute façon si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, je réponds à absolument tous les commentaires, même s'ils sont de plus en plus nombreux, ce qui fait vraiment très très plaisir au demeurant. Et également, n'hésitez pas à aller voir notre nouvelle vidéo de Sur le pouce, donc notre top 10 dans nos ludothèques respectives, qui marche plutôt très fort, et ça fait super plaisir là encore. Du coup, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.